une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. À peine à être passé à une dimension plus que planétaire, puisque déjà cela était sur un plan intercontinental, le réseau social Facebook, qui est donc le plus connu en termes notamment de communication virtuelle avec les différentes personnes dans le monde, l'un des réseaux qui engage donc dans ce rang presque le même titre de personnes qui existent dans le monde et compté en termes de milliards. Acheté donc il y a quelque temps donc par la maison qui s'est transformée en Meta qui par la même suite a donc engagé dans ses coups Instagram, l'autre réseau social qui est tellement vulgaire du côté de l'Europe. Mais ce réseau social donc et l'ensemble de la maison Meta n'est pas reconnu certainement comme étant un média social qui permet tout simplement d'avoir une meilleure communication entre individus qui voudraient se retrouver virtuellement et puis par la suite concrétiser cela. La Russie pense certainement au travers de ses analyses et également de ses recherches et ses observations menées que Meta, Facebook et Instagram sont donc considérés comme organisations terroristes et extrémistes. Une alerte assez importante qui voudrait donc dire par là que le groupe donc qui est dirigé par Mark Zuckerberg est donc une entité qui permet soit de pouvoir avoir des informations des différents pays afin de les transmettre à des terroristes, soit tout simplement est un moteur fort qui propulse le terrorisme et l'extrémisme dans le monde. C'est donc l'objet de notre sortie du programme L'Enfant à chaud, édition du 13 octobre 2022, pour souligner donc cette annonce officielle, cette chaude d'alerte du Kremlin qui classe donc Meta, Facebook et Instagram comme organisation terroriste et extrémiste. Madame, Monsieur, merci de vous installer confortablement. Bienvenue à toutes et à tous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Facebook, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, dans les pays africains, est considéré comme le plus grand réseau social qui permet donc d'interconnecter des hommes, des individus à travers les différents continents, à travers les différents pays, mais du côté européen également. Et en Occident, le média social a pris une grande ampleur. D'ailleurs, on parlait de réseau social et puis à un moment donné, c'est devenu un média social puisque la plateforme a d'ailleurs été utilisée par d'autres organisations médiatiques et autres pour pouvoir davantage vendre et commercialiser leurs produits. Et à côté de cela, donc Instagram qui servait notamment à un secteur un peu people, c'est donc vu racheté par Zuckerberg qui donc a désormais chapeauté les deux organisations ou du moins les deux médias sociaux sous le couvert donc de Meta tout simplement dans un aspect qui pourrait donc être une sorte de verre qui donc a une certaine transparence en termes de communication dans le monde. Mais il y a quelques jours de cela, la Russie a donc classé Meta, cette maison mère qui héberge donc Facebook et Instagram, comme étant une organisation terroriste et extrémiste. Devrait donc effectivement s'en inquiéter du fait de savoir que tout cela qui se retrouve donc en train de naviguer sur Facebook ou encore Instagram sont tout simplement en danger et qu'à n'importe quel moment leur vie peuvent être mises en péril. Toujours est-il qu'au regard de ce qui précède, Meta, ou du moins tout ce qui concerne cette entreprise Facebook Instagram, va déjà donc dans un cadre d'être interdit du moins de son utilisation du côté de l'espace soviétique pour le cas précis de la Russie. Et pour en parler, en s'interrogeant donc sur cette alerte très importante, nous avons donc avec nous quelqu'un qui maîtrise notamment, ou du moins qui a une connaissance de certaines, on va dire, rouages de la Russie, du moins en termes de géopolitique et aussi également de la géostratégie. Il est consultant de certains médias russes. Il est avec nous. Il est directeur de publication du journal Horizon Nouveau Magazine International, Africa First Cross News et président de l'AP de EDA-APH, Patriage Kodo, Pierre Claver. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir Florent, bonsoir à nos téléspectateurs et téléauditeurs. C'est après une longue semaine d'absence, pour des raisons à la fois familiales et professionnelles, c'est toujours avec le même plaisir que les retours dans le cadre de ce plateau, puisqu'entre-temps, on était obligé de travailler par voice interposée. Bon, je pense que la thématique retenue aujourd'hui nous donne l'occasion d'aborder l'un des aspects de la communication sociale du XXIe siècle qui devient de plus en plus crucial et qui qui peut entraîner le monde, l'humanité vers une dérive si jamais les gouvernements locaux ne prennent pas des décisions pour l'encadrer. Je pense que selon la thématique de cet après-midi, nous sommes en plein dans le coup, dans le mille. Voilà, je voudrais vous poser une question qui est très claire. Lorsque Facebook est né, nous sommes pratiquement dans les cours de 2010 par là, lorsque Facebook commence à avoir son jour, ça commence à prendre de l'ampleur, notamment en tant qu'un réseau social au Cameroun et partout en Afrique. Quel est le regard, il faut le dire, que vous portez notamment sur ce réseau social qui a finalement fini par devenir un média social? Non, au départ, Facebook apporte une réponse appropriée à la flexibilité de la communication sociale. Mais à l'époque, il n'avait pas encore développé toutes les applications qu'il comporte aujourd'hui. Donc c'était pour nous les journalistes une grosse aubaine de pouvoir avoir accès en temps réel à certaines informations et surtout lorsque celles-ci étaient diffusées. Mais aujourd'hui, Facebook a évolué, mais Facebook malheureusement est dans une position, Zuckerberg est dans une position de monopole dans une partie du monde, parce que certainement les Chinois et les Russes ont développé autre chose, et quand bien même vous arrivez en Chine et vous voulez utiliser Facebook ou WhatsApp, il est contrôlé par le gouvernement central, ce n'est pas ici chez nous où n'importe quoi, il n'existe pas de censure, ce qu'on balance c'est ça qu'on reçoit. Or, sous d'autres cieux, c'est pas du tout la même chose. Donc, Facebook, au fil du temps, depuis sa mise en route, est rentré dans une espèce de jeu des intérêts en fonction, c'est fait inféoder par le système mondial en vigueur. C'est ainsi que vous verrez qu'il y a certaines informations qui sont censurées d'office, alors que d'autres ne le sont pas. Mais justement, donc, ce Facebook-là, lorsque il s'installe, nous prenons le cas du Cameroun, qui est l'espace géographique Internet, qui semble être un peu le plus abordable avant toutefois de commencer à évoluer. On s'est rendu compte que ce soit au Cameroun, en Afrique et même dans le monde, Facebook, comme vous l'avez dit, ouvert à tout le monde. On avait d'un côté plus que la question de pouvoir interconnecter des personnes, mais on a commencé à voir des sortes de publications de vidéos qui parfois peuvent présenter même des scènes obscènes. Vous êtes dans votre intimité, vous faites une capture, une vidéo, vous balancez sur la toile, comme on dit généralement. Vous êtes dans votre intimité, vous faites telle chose, et puis finalement, la vie privée, à un moment donné, n'existait plus. Facebook représentait vraiment Internet, comme on appelle, le fourre-tout dans son ensemble, sans toutefois un réel contrôle. Oui, Facebook, effectivement, à un moment donné, a représenté le fourre-tout, mais je crois qu'ils ont réencadré un tout petit peu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, mais c'est un encadrement ou alors des restrictions qui, en fait, sont orientées en fonction de leurs propres intérêts. Vous verrez, par exemple, des publications contre les LGBTI sont immédiatement censurées. Mais les publications en faveur des LGBTI sont les homosexuels et les lesbiennes passent sans problème. Vous comprenez donc que Facebook a fait le choix de soutenir un modèle social qui n'est pas du tout celui de l'Afrique, encore moins celui du Cameroun. Mais à ce titre, nous sommes donc pris dans un piège parce que nous ne disposons pas des outils nécessaires. Donc nos gouvernements ne disposent pas des outils nécessaires pour pouvoir filtrer le contenu de Facebook. Et à ce titre, Facebook devient donc une organisation assez suspecte lorsque la Russie la traite de terroriste extrémiste. Je pense que c'est un peu sur la base de cette ingérence sur la gestion des informations diffusées par ces médias sociaux que la Russie, certainement par rapport à la censure
dont ces informations font l'objet, pendant que celles des autres ne le font pas, qu'elle peut traiter Facebook, en vrai, c'est vrai qu'on n'y est pas encore, mais qu'elle peut traiter Facebook de pratiquer une politique discriminatoire. Et ça, c'est une réalité. Parce que pour peu que je condamne une gay pride, tout de suite après, je suis sanctionné pour quelques semaines. Je suis suspendu pour quelques semaines. Par contre, si je publie un papier pour encourager la gay pride, écoutez, je ne serai jamais sanctionné. Alors, Facebook fait dans le jeu du nouvel ordre mondial, ça il faut le dire, qui est un ordre néolibéral et qui essaie de dicter sa loi, même sur la morale universelle. Alors justement, hein, il faut dire sur la question des pays, je voudrais revenir avec vous souligner un facteur très important d'Internet au cours justement des recherches que nous avons pu effectuer dans les différents voyages. Je m'étais retrouvé justement avec un ami une fois. On s'apprêtait dans les cours de pratiquement 2018, vous s'apprêtez pour faire un voyage du côté du Bénin au cours d'une organisation. Mais lui, il venait du côté notamment des Émirats Arabes Unis et il avait fait seulement une formation davantage inclus dans l'univers de l'Internet, de l'informatique beaucoup plus approfondie. Et il nous disait, l'Internet qu'on vous présente, ce n'est pas ça. Le véritable Internet, il y a une réelle face cachée, la face invisible de l'iceberg que vous ne connaissez pas. C'est là où il y a tout le contrôle du monde. Est-ce que Facebook, à un moment donné aussi, à travers le contenu qui a été suggéré, au regard également de vos recherches, on ne semblait peut-être pas aussi de vouloir faire endormir les pays africains ou les Africains de manière générale, qu'on appelle la génération Android, tête baissée, alors qu'il y avait quelque chose d'autre qui se faisait derrière, sans toutefois qu'on ne puisse réellement y prêter attention. Oui, justement, votre ami avait raison de vous présenter, de faire cette analyse, parce que Facebook, en fait, est un levier d'influence en faveur du nouvel ordre mondial. C'est pour ça que Zuckerberg peut avoir le soutien de toutes les puissances néolibérales, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et tout le reste. Parce que justement, de manière insidieuse, Facebook participe à la promotion de leur politique générale ou alors de leur politique hégémoniste. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des contenus. Il y a des contenus qui sur Facebook sont d'office censurés. Pendant ce temps, il y a d'autres contenus pour que ces contenus-là soient contre leur vision des thématiques abordées. Et ces contenus sont sanctionnés. Vous pouvez même faire l'objet d'une suspension. Ça peut aller 30 jours, je ne sais pas combien de jours. Maintenant, la faiblesse des États africains, c'est de ne pas pouvoir s'affranchir ou alors de ne pas pouvoir mettre en place leur propre moteur pour pouvoir justement faire face à ces diktats qui ne dit pas son nom. Facebook ne fait pas des cadeaux à l'Afrique. Facebook est un instrument de néocolonialisme. Ça, comprenez ça comme je l'ai dit. Facebook ne vient pas participer à la construction d'une Afrique souveraine. Ce n'est pas possible. Facebook, le propriétaire de Facebook appartient à ceux-là que nous appelons les néolibéraux. Donc, c'est des gens qui cherchent de l'argent à tous les moyens. Et comme ils fonctionnent en réseau, ils se soutiennent les uns les autres, chacun en fonction de sa spécialité. Votre ami a raison. Ce que nous présente sur Facebook n'est que la face cachée, parce que toutes les informations que vous donnez, Facebook, ils commencent même à exiger des informations qui suscitent des interrogations. Lorsqu'on vous demande, par exemple, de donner le nom de votre date de naissance, et quand vous n'avez pas donné votre date de naissance, ils vous bloquent. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se cache derrière, parce que toutes ces informations, on ne peut pas les collecter pour rien. Aujourd'hui, si je veux avoir le numéro de téléphone de Florent Nawa, il me suffit d'aller à Facebook, je tape Florent Nawa, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, qui va me demander son numéro, qui va me donner son numéro de contact. Vous comprenez? Donc Facebook, en fait, devient un instrument d'espionnage
en faveur de la prédation internationale. Ce qui veut donc dire par là que quand on commence à évoluer pour entrer dans le cas précis justement de notre thématique où la Russie classe justement donc Meta, qui est la grande entreprise qui a donc désormais la grosse boîte qui a désormais des entreprises comme Facebook et Instagram comme étant des organisations terroristes. Il va de la façon la plus claire que quand on parle justement de terrorisme, le mot est tellement fort. Est-on en train de souligner ici dans ce sens peut-être qu'après des recherches qui ont été justement évoquées, Facebook participe de manière directe à travailler avec des groupes ou des organisations terroristes ou encore des pays qui pourraient justement financer cela, ou y aurait-il un cas que, comme c'est une plateforme qui est ouverte à tous et à tout le monde, une organisation terroriste peut venir passer ces informations, et c'est ce qui ferait peut-être qu'on arrive à cette situation-là. Vous savez que Facebook admet l'utilisation des pseudos comme identifiant. Et à partir du moment où les pseudos sont étudiés, il est difficile de pouvoir coller un visage à un pseudo lorsqu'on n'a pas sa véritable filiation. Donc ça devient très facile pour les organisations terroristes et extrémistes d'utiliser Facebook pour mener à bien leurs activités criminelles. Lorsque vous voyez la Russie prendre une décision comme celle-là, les Russes aussi, ce ne sont pas des enfants de cœur en matière d'informatique, qui sont très très avancés. Donc ils savent certainement, ils ont certainement des éléments probants qui les obligent à prendre ces décisions. Certainement, ils ont découvert en Facebook un agent ou alors un agent d'espionnage assez dynamique à la solde des pays occidentaux. Vous savez, par exemple, en Chine, on a Facebook, on a WhatsApp, mais les deux ont été revisités par les techniciens chinois. Et je ne sais pas quel mécanisme est mis en place, mais le Chinois n'utilise pas ton WhatsApp du Cameroun, que tu utilises au Cameroun, ni le Facebook que tu utilises. Ils ont leur Facebook et leur WhatsApp. Parce qu'ils estiment qu'ils ont un marché de près d'1,5 milliard d'habitants. Et c'est aux autres de leur faire la cour, ce n'est pas à eux de faire la cour à tous ces promoteurs-là. Or, ici chez nous, il semble que ce n'est pas encore du tout le cas. Il s'agit d'une approche idéologique qui peut pousser les gens, qui peut pousser les uns et les autres à prendre des dispositions qui s'imposent pour sauvegarder leur souveraineté et surtout dans le contexte actuel, mettre à mal les attaques contre, comme c'est le cas en Russie, pour sauvegarder leurs intérêts. Parce que ce que la Russie cherche à travers ces décisions, certainement, c'est sauvegarder leurs intérêts et empêcher que ces instruments de domination néolibéral n'impacte sur le patriotisme qui est celui du peuple russe. Donc aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de vivre une grande première du moment où leur Facebook, dont la maison Meta, est qualifiée de terroriste et extrémiste, mais la Russie ne pose pas des actes inconséquents et avec légèreté. Donc certainement, les Russes disposent de tous les éléments qui prouvent que la maison Meta est un instrument à la solde du terrorisme international et donc un instrument extrémiste. Ce qui, quand on parle notamment, pour revenir en fait de se dire aussi, de voir cette sortie de la Russie, ce qu'on a eu appelé justement que le printemps arabe semble justement être l'un des éléments palpables qui ont été justement la conséquence de la guerre des réseaux sociaux, comme on peut le souligner. Et il va sans dire que c'est à partir effectivement de là que tout le mouvement a commencé pour arriver justement à obtenir ce qui s'est passé. Oui, je vous rappelle d'ailleurs que tout est parti, la chute de l'assassinat de Mohamed Kadhafi est parti de Benghazi, avec une vidéo qui avait été tournée au Qatar, mais qui a inondé la toile en très peu de temps, au point où les gens croyaient effectivement que les abus qui étaient présentés dans cette vidéo-là avaient été commis par les forces libyennes, ce qui n'était pas le cas. Donc vous comprenez que c'est des instruments
qui peuvent être utilisés contre les intérêts des pays, les intérêts de nos pays. Et je crois que c'est même, lorsque vous voyez la Russie prendre position, c'est parce que justement, la Russie, dans le cadre de l'opération en cours actuellement contre l'Ukraine, ne voudrait laisser la chance à aucune force négative de pouvoir impacter soit le moral des Russes, soit le déroulé des opérations sur le terrain. Donc, c'est pour ça que, à mon avis, je pense que les Russes sont en train de verrouiller le système, alors de mettre le système, ces réseaux sociaux, ces médias sociaux-là, veulent les mettre en cage pour justement ne pas créer des contre-vérités au niveau de l'opinion russe. C'est la bonne guerre. Quand un pays est en guerre et qu'il a tous les moyens, et qu'il dispose des moyens qui s'imposent, il est de bon temps qu'il se serve donc de ces moyens. Le cas de la Russie nous édifie. Or, ce n'est pas le cas de la Libye, où l'information était contrôlée par les médias mainstream. Les médias libyens ne pouvaient rien contre, et puis même les médias africains n'y pouvaient rien. Aujourd'hui, les choses ont évolué, et je pense que les Russes sont simplement dans une démarche de sauvegarde de leur souveraineté et surtout de protection des informations qui sont consommées par leur opinion, par leur opinion publique. Mais c'est quelque part aussi le fait que la situation soit quand même là, parce que c'est quelque chose qu'on peut juger tout de même, comment je veux dire, assez négligeable, mais alors qu'il y a un réel fond à l'intérieur. Est-ce que au niveau là où les choses sont en train d'y aller, peut-on justement, quand vous parlez d'une question de manipulation qui pourrait avoir justement le fait que durant que ce conflit, notamment russo-ukrainien qui est en train de se dérouler, l'on advienne à pouvoir désinformer une partie du monde ou encore les populations russes entre elles et essayer de vouloir créer un autre champ qui ferait soit fait comprendre aux hommes de virer d'un pan vers un autre. Effectivement, c'est ça le but poursuivi par les organisations comme Facebook, puisqu'elles sont à la solde je vous ai dit qu'elles sont à la solde du système néolibéral. Donc c'est tout mettre en œuvre pour pouvoir désinformer les opinions, non seulement l'opinion russe, mais également l'opinion mondiale. Tout à l'heure, j'ai parcouru une vidéo dans un réseau social où l'on était en train de maquiller, de fabriquer des faux blessés de la guerre en Ukraine. Vous voyez donc que lorsqu'on a fini de fabriquer ce type de vidéos, on les met en ligne, et il y a ceux qui n'ont pas assez de jugeote ou alors qui ne prennent pas assez de recul pourront croire que c'est la réalité. Or, c'est simplement des montages faits et diffusés sur des médias sociaux comme Facebook et autres. Donc, vous comprenez donc il s'agit pour la Russie, dans ces circonstances, de préserver son opinion, et en plus même de préserver l'opinion mondiale, l'opinion africaine par exemple, qui lui est favorable, en mettant en place un système en contrepoids qui permettra aux consommateurs de ces informations de ne pas les prendre pour monnaie, pour l'argent comptant, mais de s'interroger plutôt sur leur authenticité. Aujourd'hui, au-delà de la guerre militaire, de la guerre sur le terrain, la guerre informationnelle fait plus de victimes que la guerre, que les affrontements militaires sur le terrain. Ça, c'est une réalité. Parce que ce sont des opinions qui sont manipulées en faveur ou en défaveur de tel ou tel camp. Et le camp qui maîtrise dans l'information essaie toujours de mettre le paquet pour que l'opinion lui soit favorable. Et une fois que l'opinion lui est favorable, elle peut maintenant désinformer cette opinion pour pouvoir mener à bien ses projets contre l'autre camp. Juste le temps de rappeler aux téléspectateurs que nous sommes justement en direct sur For You Media Africa, l'info show, et puis on s'intéresse donc à l'actualité sur la communication sociale, du moins parmi les médias sociaux. La Russie donc qui classe Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, comme organisation terroriste et extrémiste. Nous tentons justement de comprendre l'ampleur de cette situation et sinon une alerte assez forte pour les uns et les autres donc qui sont utilisateurs de ces différents réseaux sociaux, et vous avez désormais aussi la possibilité de réagir lorsque les contacts seront donc affichés
au bas de l'écran via donc le plus 237 693 549 668 Skype for You TV Africa ou encore sur Zoom au plus 64 9 889 05 21 6. Sur Claver Kondo, je voudrais justement sur cette question qui aujourd'hui semble être, parce que le camp pourrait voir que c'est parce que la Russie et l'Ukraine sont en conflit et qu'il y a notamment cette question de bon ménage qui n'existe pas entre la Russie et les pays de l'OTAN, mais le regard justement qui est apporté avec cette classification du Kremlin concernant Meta, est-ce que cela peut être vu sur un plan général dans le monde? Bien sûr, cela pourrait être vu sur un plan général. La différence, c'est que les Russes sont les moyens de leur politique et peuvent prendre des libertés pour le dire. Il y a certainement d'autres pays, comme je parlais du cas de la Libye, lors de la chute du colonel Muammar Kadhafi, qui a été victime en fait de la manipulation les opinions libyennes ont été manipulées par les médias sociaux à travers des vidéos qui étaient tournées au Qatar, mais attribuées aux forces armées. Je me rappelle un lugubre personnage qu'on appelle Bernard-Henri Lévy, c'est lui qui a monté ces vidéos et c'est lui qui est d'ailleurs à l'origine de la chute de Muammar Kadhafi à travers justement la diffusion de ces vidéos sur plusieurs médias sociaux et des médias classiques mainstream français et autres. Donc vous comprenez donc pour gagner une guerre aujourd'hui, il faut déjà maîtriser l'information. Et la Russie essaie donc d'anticiper pour éviter, justement, comme c'est de le répéter, la manipulation de l'information en faveur de l'adversaire. Je vous disais tantôt que j'ai vu, peut-être beaucoup de nos téléspectateurs et téléauditeurs ont également vu cette vidéo qui circule dans un média social et où l'on fabrique, les Ukrainiens fabriquent des blessés de guerre à la suite des attaques des missiles russes en Ukraine. Donc vous comprenez, donc c'est des actes qui sont posés, c'est des montées qui ont lieu justement pour diaboliser la Russie. Et malheureusement, la Russie voit venir et la Russie dispose de la technologie nécessaire pour éviter que ses opinions soient manipulées par ce type d'informations. C'est pour ça que en déclarant Instagram et Facebook comme étant des organisations terroristes, certainement parce que la Russie et les autorités russes ont déjà pris conscience des menaces que ces médias sociaux représentent pour l'opinion russe et même l'opinion mondiale, et préfèrent donc anticiper en jetant un pavé sur la main, en rappelant aux uns aux autres qu'écoutez, là c'est des terroristes même titre que Al-Qaïda et autres, parce qu'on sait qu'un terroriste n'a pas de foi, n'a pas de loi. Donc Facebook, Instagram sont dans des organisations sans foi ni loi, ce sont des organisations terroristes simplement à la solde de la prédation internationale otaniste, quoi. L'information, donc, on dit souvent que c'est un bien qui est public, mais du moment où cette information se retrouve donc être manipulée ou bien détenue par un type de personnes qui peuvent justement l'utiliser comme bon leur semble, il y a un sérieux problème qui se pose. Aujourd'hui, donc, quelle peut être, par exemple, la position des pays africains, un peu comme le cas du Mali, la République centrafricaine, la Guinée, le Burkina Faso, peut-être même au Cameroun, qui tentent de pouvoir relever le visage vis-à-vis notamment des forces impérialistes. On va d'abord voir ce cas-là et maintenant tenter de voir par la suite quelle peut être la position notamment des médias qui utilisent cette plateforme pour davantage être vus. Oui, c'est une question assez délicate, mais là, ça dépend aussi des capacités technologiques de chaque pays pour pouvoir venir à bout de ces menaces. Un pays comme le Mali, grâce à la coopération russe, peut certainement bénéficier des échanges d'expériences avec la Russie dans le cadre justement de ce combat, de cette guerre des médias. Maintenant, les autres pays qui n'ont pas franchi la ligne rouge vont continuer à disposer leur peuple à la manipulation. Ça, c'est une réalité. L'important pour nos pays, c'est de pouvoir, comme j'essaie de le répéter dans le cadre de nos programmes, c'est d'essayer de s'affranchir au maximum, non seulement, c'est pas de manière, d'abord sur le plan intellectuel, de ces influences, parce que si on n'a pas la technologie pour pouvoir contrer
cette invasion, il sera difficile pour nous de pouvoir la contenir. Vous avez vu, le Mali a interdit la diffusion des chaînes, plusieurs chaînes françaises sur son territoire. Maintenant, ces chaînes françaises passent justement par les médias sociaux pour passer le message, pour passer des messages contre la souveraineté du Mali. C'est le même cas qu'on vit, que les Russes certainement vivent chez eux. C'est ce qui les a poussés, comme ils de les répéter, à traiter ces médias sociaux de médias terroristes, parce que ces médias ne servent des intérêts d'un groupe, des lobbies précis, des lobbies précis, non pas les intérêts de l'humanité au sens propre du terme. Ce qui fait donc de ces médias, ces médias ont donc un rôle très intéressé qui justement n'apporte pas des solutions, ou alors ne permet pas aux opinions qui ne sont pas de sa sphère d'influence, qui ne sont pas de la sphère d'influence de ces donneurs d'ordre, dessert, disons, manipule les opinions qui ne sont pas de la zone des sphères, même les opinions qui sont des sphères d'influence des donneurs d'ordre de ces médias, généralement sont même moins informés que nous autres qui sommes des victimes collatérales. Les principales victimes de cette manipulation sont d'abord les Occidentaux eux-mêmes. Parce que si vous arrivez en France, je pense que vous risquez de découvrir que les Français eux-mêmes ne savent pas du tout. Et ils sont au courant de l'actualité de leur pays à travers les médias français, et les médias français qui manipulent de manière systémique les opinions, non seulement françaises, mais également mondiales. Donc, pour revenir sur le sujet, je pense quand même que la solution pour nous les Africains, c'est d'observer attentivement ce qui se passe ailleurs et d'emprunter la voie de ceux-là qui ont fait des expériences dans cette démarche, à savoir la Russie, la Chine. Parce que je vous le disais tantôt, la Chine, les médias chinois, même les médias sociaux qui opèrent en Chine, opèrent avec l'autorisation et souvent en cahier de charge imposé par le gouvernement chinois. Là-bas, ce n'est pas un coup du roi Péto, vous allez diffuser n'importe quoi comme vous entendez. Sinon, tout de suite, là, on vous suspend. La Chine peut couper l'accès à France 24, à tous les médias français, en temps et en heure, sans avoir besoin de leur servir un ultimatum. Vous comprenez? C'est une question de maîtrise technologique. Donc, il faudrait déjà que nous, les pays africains, qu'on essaie aussi d'atteindre ce niveau-là à travers des formations professionnelles. Malheureusement, en restant enfermés dans le cadre des accords de coopération en matière d'éducation, il nous est un peu difficile d'y arriver, mais il faudrait bien qu'on y arrive un jour, parce que les informations qui viennent de la Russie s'inscrivent dans la même dynamique que celle de ce qui se passe en Chine. Donc, certainement, la Russie a déjà posé les bases et en prenant la décision, et c'est ce qu'elle a fait. Soit elle va s'approprier les copies des mêmes médias sociaux en changeant les noms parce qu'ils ont la technologie, soit elle va créer de nouveaux médias sociaux qui seront des médias concurrents, comme ça s'est passé avec Shift, qui seront concurrents avec les médias occidentaux qui, comme vous le savez, sont résolument au service des intérêts de leur pays. Maintenant, on est en train d'évoquer la question notamment de l'information, des informations, d'abord au niveau des États, mais il y a aussi que, parlant notamment des médias de manière générale, je prends le cas, par exemple, de For You Media Africa, qui également diffuse sur Facebook. Comment est-ce que les médias, dans leur ensemble, peuvent donc réussir à mieux s'en sortir sur Facebook, dans la mesure où l'information qui est sur Facebook n'est pas une réelle information contrôlée, c'est un canal qui peut s'aimer justement des conflits. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, à peine quelqu'un est en danger, sans même toutefois qu'il y ait une assistance, on voit cela aujourd'hui, quelqu'un prend son téléphone, fait une capture, une vidéo, balance parfois, il y a des informations. Je regardais encore YouTube tout à l'heure avant qu'on ne produise cette émission pour le film d'un joueur camerounais, André Onana, qui est aujourd'hui gardien de l'Inter de Milan. Lorsqu'il a produit l'accident, et récemment quand il était au Cameroun, il y a une vidéo qui avait été d'ailleurs produite comme s'il était décédé. On avait pris les véhicules alors que lui-même se portait déjà bien. Comment, pour le cas des médias, avec cette information qui court, où toute personne peut balancer n'importe quoi, et Facebook également étant une plateforme aujourd'hui qui est qualifiée et vue à ce niveau d'extrémisme. Voilà. Justement, Facebook
peut être qualifié d'extrémisme naturellement parce que n'importe qui peut balancer ce qu'il veut. Mais ce qui est davantage intéressant, c'est que Facebook pratique une censure à tête chercheuse. Lorsque vous balancez quelque chose qui menace les intérêts des Américains ou des pays de l'OTAN, Facebook vous censure. Mais lorsque ça sert leurs intérêts, ils ne censurent pas. Quand vous parlez du cas du joueur André Onana où quelqu'un fait un montage pour le montrer déjà mort, ça ne représente rien pour Facebook. Ça ne menace pas les intérêts de l'Occident, vous comprenez. Donc Facebook peut laisser passer. Si comme vous êtes connecté, condamné sur une seule phrase des pratiques de l'homosexuel et les pratiques homosexuelles sur votre page, dans les 30 secondes qui suivent, vous serez suspendu. Mais encensez-les, vous ne saurez même pas, Facebook vous laissera faire, au contraire, Facebook va continuer à vous donner. Parce qu'ils ont des gens qui suivent tout ce que nous diffusons. Ils ont certainement mis en place des robots qui essaient de filtrer, à travers des mots-clés. Voilà, avec des mots-clés. Donc, je crois que notre faiblesse en Afrique, c'est de ne pas disposer de la technologie nécessaire de manière autonome pour pouvoir justement maîtriser le flux d'informations que nous recevons, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou même à travers les chaînes de télé étrangères. Vous voyez, au Cameroun aujourd'hui, on diffuse des dessins animés qui font la promotion de l'homosexualité. Et c'est destiné aux tout petits. Mais l'État du Cameroun, c'est comme si le gouvernement est perdu. On ne comprend pas. Ça ne leur dit rien. Pourtant, ailleurs, on ne vous prévient pas. On vous coupe tout simplement. Et la plupart des diffuseurs ne sont pas camerounais. Vous avez quelqu'un qui vient nous toucher des milliards au Cameroun parce qu'il vend du vent. Et c'est à peine si le Conseil national de la communication le sanctionne. Pourtant, ces choses ne relèvent pas de notre culture, sont même proscrites par la loi de chez nous, mais les autorités font preuve de complaisance, et cette complaisance à terme va nous coûter très très cher. Or, ailleurs, dans d'autres pays comme la Russie, quand ça se passe ainsi, on réagit immédiatement. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement russe a certainement qualifié Meta de Facebook et Instagram d'organisations terroristes et extrémistes. Parce que certainement, ces organisations ont pris sur elles de diffuser toutes des informations qui desservent l'intérêt de la Russie. Et la Russie a donc, à travers cette sortie, décidé d'y mettre un terme. Et c'est une question de souveraineté nationale, en fait. Je voudrais évidemment, avant peut-être une fois de rappeler les codes d'accès, vous avez évoqué notamment le cas des présidents ou des chefs d'État, comme des responsables des gouvernements africains qui sont quelque peu laxistes, qui observent sans toutefois réagir. Si on prenait le cas par exemple du Cameroun, à quoi se peut servir une entité comme l'ART, l'Agence de régulation des télécommunications, dans ce cas précis? Au-delà même de l'ART, il y a aussi le Conseil national de la communication qui doit contrôler la qualité d'informations diffusées, consommées dans notre pays. Elle ne doit pas seulement être là à sanctionner la presse locale, elle doit gérer tout ce qui concerne la communication sociale. L'ART participe à travers la gestion des opérateurs de téléphonie mobile à ces démarches. Mais allez donc savoir si les deux coopèrent même. Parce que ce n'est même pas sûr que l'ART et le Conseil national de la communication coopèrent. Vous verrez, par exemple, il y a des publicités contre-productives qui sont produites avec des mensonges et tout ça par certains opérateurs de la téléphonie mobile, mais que personne n'a jamais censuré, mais pourtant qui causent le préjudice aux Camerounais. Donc je crois que c'est des instruments qui ont été mis en place, mais qui jusque-là n'ont pas encore pris la mesure des missions qui sont les leurs pour pouvoir mettre les opinions camerounaises ou alors la population camerounaise à l'abri d'un certain nombre de dérives. On le fait avec, ça existe en réalité, ces organisations existent pour jouer, pour mener des missions de souveraineté en fonction des populations, mais malheureusement, et peut-être grâce à la corruption, on les trouve, elles sont relativement absentes sur le champ du contrôle et de la réglementation des activités dont elles ont la charge. Voilà, donc avant toutefois de prendre
Eric Yankam qui est en ligne, qui va donner justement donc son point de vue. Je rappelle les codes et l'accès pour toute contribution et réaction au cours de cette émission. Le plus 237 693 549 668 ou encore Skype for You TV Afrique. Et même, vous pouvez nous joindre au plus 64 9 849 05 26. Allez dans le concours de signer Pierre. Du côté de la réalisation, on va prendre la contribution à chaud de donc de Yankam Eric depuis la ville de Bafoussama. Il appelle souvent le Cameroun, Ouesten, la région de l'ouest du Cameroun. Bonsoir Eric. Bonsoir Florent. C'est un plaisir d'être encore avec toi et de contribuer ou alors de participer à ton émission en espérant que tu vas me lire et exploiter ce que je pourrais dire. Je trouve que dans le contexte actuel, le fait que Facebook et Instagram soient qualifiés de terroristes par la Russie, c'est de bonne guerre, puisque ce sont des médias à capitaux américains et donc par conséquent tournés vers l'idéologie, vers le renseignement, vers les principes occidentaux, notamment américains. Il va de soi que ces deux médias concourent à promouvoir les intérêts américains et occidentaux. Dans le contexte actuel, où il y a un semblant de bipolarisation de la vie socio-économique mondiale, il va de bonne guerre, il va de soi que la Russie soit obligée de réagir et de classer dans ces deux médias de terroristes. La Chine était déjà en avance, elle qui a pris le soin de créer son média. Donc TikTok est un peu né de ça, Weibo et autres, parce qu'en réalité, il faut bien se le dire, Facebook et Instagram, Twitter aussi, concourent véritablement à aider les services secrets américains à collecter le maximum d'informations sur leurs intervenants. Déjà qu'il y a une clause non écrite, qui permet à Facebook de partager son renseignement en cas de besoin avec le département d'État américain en matière de sécurité. Donc vous vous dites bien que toutes les personnes qui contribuent, qui participent, qui relaient les informations sur Facebook, citent le Pentagone, le FBI, la CIA, la NSA, voudraient avoir des renseignements spécifiques sur un intervenant, Facebook, Twitter, Instagram, n'auront aucun élément pour, si ce n'est se plier. Et donc, par conséquent, la Russie a beau jeu de verrouiller, enfin, pour le cas d'espèce, en qualifiant Facebook et autres de terroristes. Terroriste maintenant, c'est juste un prétexte. Il ne faut pas dire terroriste dans le sens littéral. Terroriste pour moi voudrait juste dire que n'est pas compatible à la sociologie, à l'idéologie russe et qui voudrait certainement, qui relaie, qui promeut beaucoup plus la façon de vivre des Occidentaux. Mais maintenant, la Russie a d'autres réseaux, d'autres médias pour pouvoir déployer sur place. Au-delà des filtres qui sont mis en place, il y a Telegram, il y a plusieurs autres médias qui sont usités. Et donc, par conséquent, tous les États qui envisagent d'être puissants ont un devoir de contrôle sur qui intervient, qui fait quoi, si tant est que ces deux médias, Facebook, Instagram, moi je vais même au-delà, Twitter, véhiculent des informations parfois orientées et de nature à saper l'idéologie, l'autorité, parfois à traverser certaines informations au détriment souvent des décideurs. Donc pour moi, c'est logique, c'était prévisible, mais maintenant, est-ce que il faut s'en réjouir? Moi, je n'aime pas à m'en réjouir ou quoi que ce soit, sinon que si c'était au Cameroun et c'était un média camerounais qui était impliqué, j'aurais peut-être dit je m'oppose. Mais pour le cas d'espèce,
quand les éléphants se battent, moi je ne suis qu'un herbe, qu'une herbe, et que je ne peux que constater, subir et me taire. Voilà, merci à vous, Yann depuis la ville de Bafoussam au Cameroun. Vous avez quelque peu rejoint des propos de Konopi Claver avec nous. On nous signale également que Zafel est en ligne depuis l'Allemagne. Bonsoir Zafel et bienvenue. Ok, bonsoir mon frère, bonsoir le journaliste, bonsoir votre invité et bonsoir à tous les techniciens de la télévision For You. Moi, je vais d'abord féliciter votre invité parce que je l'ai bien écouté. Il a dit vraiment des choses, vraiment des belles choses sur le plateau. Ce qu'on est en train de subir avec ces réseaux sociaux. Parce que quand Facebook a été mis sur pied, c'était permis à tout. Tu pouvais écrire tout ce que tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux critiquer celui que tu veux sans être sanctionné. Aujourd'hui, Facebook, ils ont fait une politique aujourd'hui. Facebook achète tout ce qui sort, Instagram, Facebook, Skype, ainsi de suite. Tout ce qui est là, Facebook achète seulement pour qu'ils nous contrôlent. Or que moi, ce que je suis en train de dire à tous ces ingénieurs africains, parce que nous suivons toujours, les Blancs vont nous... Hein? C'est un petit gars, petit Américain qui a créé Facebook. Alors, ici en Afrique, on a plein d'ingénieurs informaticiens. Nous avons plein. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Des jeunes aujourd'hui, ils maîtrisent l'informatique plus que même l'homme blanc. Alors, au lieu de se mettre dedans, on subit toujours. Même aujourd'hui, avant, tu ne peux plus t'exprimer. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu les écoutes, des grands, qui sont, les blogueurs, des grands blogueurs, des grands machins qui sont sur Facebook. Aujourd'hui, quand tu les écoutes, non, on a bloqué ma page, on a fait ça parce que j'ai écrit ça. Mais dis donc, attends, si on est là et le petit blanc en train de nous, donner des leçons, hein, c'est-à-dire qu'il nous dit, on peut travailler aussi. Parce que quand il fait ça aussi, nous devons faire quelque chose. Parce qu'on t'a bloqué, tu dois réfléchir. Et dis à tes frères, tu dis, mettons-nous ensemble pour travailler. Pour que nous ayons aussi notre outil de travail. On passe toujours sur les blancs pour qu'on puisse, on va toujours tendre la main. Alors, la main qui demande toujours en dessous. Alors, c'est pourquoi ces gars-là, quand aujourd'hui tu fais un article qui ne plaît pas à Facebook, comme votre invité a dit tout à l'heure, tu ne peux plus parler des choses, des choses, des gays aujourd'hui sur Facebook. Mais quand tu fais une petite phrase et puis tu mets un petit mot gay dedans ou homosexuel, on te bloque. On te bloque. Alors en ce moment-là, nous autres qui sommes là, qui regardons tous les jours, on se demande où sont passés nos ingénieurs informaticiens. Ils peuvent faire quelque chose. Parce que je vous donne des choses, une information. Il y a un jeune qui est en Russie. Il a fait la même chose que Facebook. Il est parti présenter ça en Côte d'Ivoire. Comme nous n'avons pas de président en Côte d'Ivoire, le ministre qui était là, les gens qui sont là, ils n'ont pas pris les choses du monsieur en considération, du jeune en considération. Or que le ministre des Affaires étrangères, de l'information, si j'ai une bonne mémoire, il a prouvé que la création du jeune Ivoirien est tellement crédible qu'ils en félicitaient ce jeune étudiant qui était chez eux là-bas. Mais il est venu avec tout ça là en Côte d'Ivoire. Mais les gars ne l'ont pas regardé. Jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est pourquoi, quand on est là, il faut qu'on encourage les jeunes là, pour créer. On n'a pas besoin à la dernière minute pour courir derrière les gens pour dire que ce pays-là va nous aider ou ce sont eux qui vont nous aider. Regardez l'histoire de Télécom aujourd'hui. On est en train d'acheter les armes. Mais ce qui est la communication là, on doit aussi demander à la Russie de nous faire ça, que de rester toujours dans la main des Français avec leurs communications, avec leurs téléphones. Mais disons, il faut qu'on évolue partout. Merci et puis je vous dis bonne soirée.
Merci à vous pour votre participation, Zarfel. Vous avez notamment un grand merci de notre invité, Claude-Pierre Claver, qui a donc apprécié les propos aimables que vous avez donnés à son endroit, notamment pour le compte de ce qu'il a eu à dire. Mais pour sortir, puisque nous sommes à une poignée de 2 minutes, devrait-on craindre Facebook ou bien la maison Meta dans son utilisation, vous et moi qui sommes utilisateurs de ces réseaux sociaux, ainsi que l'ensemble des personnes forcément qui nous regardent, devrait-on craindre désormais Facebook, ou bien on est ici aussi à une sorte de guerre justement de soi, d'opposition, une guerre géostratégique entre les États-Unis et la Russie par exemple? En effet, nous devrions éviter d'être sous le coup du monopole de Facebook et de Meta en général. Il faudrait, on espère, sincèrement, j'espère que la Russie va nous offrir quelque chose, une alternative en nous proposant quelque chose qui pourrait, que nous pourrions aussi adopter comme, qui nous permettrait d'avoir le choix entre être avec Facebook ou être avec ce qu'ils nous proposeront. Je pense que la Russie doit y penser et en attendant, l'Afrique elle-même devrait également, comme le disait Zefel, l'Afrique elle-même, les ingénieurs africains devraient aussi y penser. Malheureusement, en Afrique, on a des dirigeants qui manquent d'audace, qui n'accompagnent pas la créativité, malheureusement, parce que lorsqu'un enfant a du génie, il faut simplement lui donner la possibilité de mettre en musique ses génies. Le propriétaire de Facebook a été soutenu par le gouvernement américain, parce que le gouvernement américain avait apprécié les enjeux, surtout en matière de contrôle et de manipulation de l'information. Parce que Facebook participe au contrôle et à la manipulation de l'information dans l'intérêt des États-Unis ou alors du bloc occidental. Or, l'Afrique a des génies. Il y a certainement des jeunes Africains. Malheureusement, l'Union africaine est une organisation moribonde qui ne nous sert à rien. Maintenant, il faudrait souhaiter qu'il y ait, parmi les chefs d'État africains, il y a au moins un qui puisse percevoir, qui puisse apprécier les enjeux pour peut-être prendre en main, dommage que Kadhafi ait été assassiné, parce que lui, il pouvait le faire. Il pouvait prendre des initiatives, encadrer un projet afin que celui-ci devienne un projet continental. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont motivé Barack Obama et Sarkozy de l'assassiner, parce que justement il se positionnait comme quelqu'un qui veut affranchir l'Afrique de cette indépendance, et surtout que ce soit sur le plan monétaire, sur le plan culturel et bien d'autres. Donc l'Afrique a un choix à faire. Soit l'Afrique continue à subir la domination occidentale, soit l'Afrique se ferait son propre chemin. En attendant de se faire ce chemin, elle pourrait quand même développer une coopération beaucoup plus mutuellement bénéfique avec un pays comme la Russie. Ça peut être la Chine, ça peut être l'Iran. J'ai été émerveillé de comprendre que les drones iraniens, les drones militaires iraniens font des cartons et échappent au contrôle de la DCA ukrainienne. Vous comprenez donc un pays qui est sous embargo, des pays où les peuples ont la volonté de sortir du marasme. L'Afrique est dans le marasme, mais je ne sais pas si beaucoup d'Africains en sont conscients. Et surtout, pas seulement les Africains, certains Africains peuvent en être conscients, mais surtout les dirigeants. Parce que c'est les dirigeants qui donnent le ton et poussent la jeunesse ou alors leurs compatriotes à arriver sur des opportunités, comme notre ami disait tantôt par rapport à ces jeunes ivoiriens qui a créé, qui a fait une découverte, qui a mis en place un système, mais qui n'a pas été soutenu par les dirigeants de son pays. Il faudrait donc que les dirigeants africains apprennent à faire preuve d'audace pour donner l'occasion à leur peuple de mieux exercer leur génie, afin que nous ne soyons plus sous la coupe totale, la coupe réglée de l'Occident. Facebook, c'est de notoriété publique, est un instrument de domination de l'Occident vis-à-vis du reste du monde. Les pays comme la Chine l'ont compris et se sont adaptés. Aujourd'hui, ils ont leur propre Facebook, leur propre WhatsApp. La Russie, certainement, en a aussi, mais désormais, on pourra choisir entre le modèle russe, le modèle chinois, au lieu de rester accroché sous le modèle occidental qui, en fait, nous expose et nous jette en pâture à la domination occidentale américaine aussi.
Donc je crois que nous avons un gros challenge à relever, c'est celui de prendre conscience des enjeux, pas seulement nous-mêmes, les peuples, mais surtout les dirigeants qui ont besoin de faire preuve davantage d'audace. Voilà, donc merci à vous, Pierre Claver. Je rappelle que vous êtes journaliste panafricain, directeur de publication du journal Horizon Nouveau Magazine International et African First Cross News, paraissant tous deux donc à Douala et en Afrique centrale, bien précis. Vous êtes également président de l'AP de EDH-APH et consultant également de médias russes et iraniens. Merci d'avoir accepté de prendre part à ce rendez-vous. Merci Florent, j'espère que nos téléspectateurs et téléauditeurs ont été servis suivant leurs attentes. Rendez-vous pris pour la prochaine fois. Merci donc également à Signé Pierre également pour ces quelques minutes de graines. Madame, monsieur, il est temps de pouvoir adopter une autre façon de naviguer et surfer sur les réseaux sociaux parce que comme on le dit, le monde bouge, l'Afrique aussi, et figurez-vous que nous aussi. Au revoir. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.